Si en ce moment vous avez l'impression que tout le monde vous demande d'aller bien, d'être motivé, positif, et peut-être même performant, alors que vous à l'intérieur vous êtes surtout fatigué, peut-être même à bout, ou simplement en décalage avec ce que vivent les autres, alors ce podcast est fait pour vous. Parce que très souvent, pour aller mieux, la pire chose à faire, c'est justement de commencer à se forcer à aller bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Julia, je suis psychologue clinicienne et sur cette chaîne, je vous transmets des outils thérapeutiques concrets pour mieux comprendre ce que vous traversez et apprendre à cultiver pas à pas les ressources de votre propre bonheur. Comme un jardinier du cœur qui prend soin de ce qui pousse à l'intérieur de lui. Aujourd'hui, je vous partage mes 5 outils de psychologue préférés, ce que j'utilise dans ma pratique pour aider les autres à aller mieux, sans se brusquer, sans se juger et sans lutter contre ce qui est déjà difficile. Et ce sont aussi des outils que j'utilise au quotidien pour moi-même. Alors, si vous en avez envie, je vous invite à vous faire une tasse de thé ou un bon petit café, à vous installer tranquillement pour écouter ce podcast comme un temps pour vous, pour découvrir des outils simples, pratiques, mais vraiment essentiels pour aller bien dans sa vie. Le premier outil que j'ai envie de vous partager est fondamental. C'est ce que j'appelle changer le point de départ. Très souvent, quand on ne va pas bien, quand on est fatigué, démotivé, on commence par se regarder avec un regard très dur. Et on se dit des choses du genre « je devrais aller mieux, je devrais être plus forte, je devrais m'en sortir ». Et sans s'en rendre compte, on essaie de construire du mieux-être à partir de l'autocritique. Et le problème, c'est que psychologiquement, on ne se répare pas à partir d'un endroit où l'on se juge. Quand on se parle mal, quand on se met la pression, quand on se reproche d'aller mal, le système nerveux reste en alerte. Et dans cet état-là, il est très difficile de retrouver du calme, de la clarté et même un peu d'élan. Donc le premier outil que je vous propose, ce n'est pas de changer ce que vous ressentez, c'est de changer la manière dont vous regardez ce que vous ressentez. Concrètement, ça consiste à faire quelque chose de très simple. Faire un état des lieux honnête et sans jugement. Pas de voilà tout ce qui ne va pas chez moi, mais plutôt où j'en suis là, aujourd'hui, réellement. Par exemple, peut-être que vous avez envie de dire en ce moment je suis fatiguée. J'ai moins d'énergie qu'avant. Certaines choses me pèsent. Point. Sans chercher à expliquer, sans chercher à corriger, sans chercher à aller mieux tout de suite. C'est exactement comme quand on arrive dans un jardin. Avant de vouloir planter, tailler ou faire pousser quoi que ce soit, on commence par regarder le sol, la saison, ce qui est déjà là. On ne reproche pas à la terre d'être sèche en plein été. On observe. Psychologiquement, c'est pareil. Observer sans juger, c'est déjà un acte thérapeutique. Et souvent, c'est à partir de là que quelque chose commence à se détendre. Pas parce que tout va mieux, mais parce que la lutte intérieure se calme un peu. Donc si vous deviez retenir une seule chose de ce premier outil, c'est qu'on ne commence pas à aller mieux en se corrigeant, ni en se jugeant. On commence à aller mieux en se rencontrant là où on en est. Le deuxième outil,
c'est l'idée d'apaiser le corps avant de chercher des réponses. Quand on ne va pas bien, on a tendance à vouloir comprendre. On analyse, on rumine, on cherche des explications, on tourne les choses dans tous les sens dans sa tête. Et ça, c'est humain. Mais malheureusement, en pratique, ça pose un problème. Un corps en tension empêche un esprit de s'apaiser, de réfléchir. Tant que le corps est en état d'alerte, le cerveau fait ce pourquoi il est programmé. Il cherche des problèmes à résoudre. Donc ce deuxième outil, c'est d'inverser l'ordre habituel. On commence d'abord par apaiser le corps avant de chercher des réponses avec la tête. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que lorsque vous sentez que ça tourne trop dans votre esprit, que les pensées s'emballent, que l'anxiété ou la fatigue prennent trop de place, la question à se poser, c'est pas qu'est-ce que je dois comprendre? La vraie question devient qu'est-ce que mon corps est en train de vivre? Très souvent, le corps est tendu, contracté, en apnée, sans même qu'on s'en rende compte. Alors, l'outil est volontairement simple. On redonne au corps un signal de sécurité. On prend un moment pour s'allonger sur son lit et on fait des respirations longues, ventrales, où on allonge peu à peu l'expiration. Ou bien on pose ses pieds au sol et on cherche à sentir ses appuis pour se reconnecter. On relâche volontairement les épaules, la mâchoire et le ventre. Ou on fait quelques exercices d'étirement. Ça peut paraître simple, mais ça va vraiment envoyer un message direct à votre système nerveux pour lui dire « là, maintenant, je suis en sécurité ». Et quand le corps commence à se calmer, quelque chose change toujours à l'intérieur. Les pensées ralentissent, les émotions deviennent un peu plus lisibles, la pression baisse d'un cran. Et j'insiste vraiment sur ce point parce que beaucoup de personnes se reprochent de ne pas y arriver, alors qu'elles essaient simplement de réfléchir avec un corps qui crie. Alors si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est juste un ordre des priorités à respecter. Dans la métaphore de la botanique du cœur, on pourrait dire que c'est comme vouloir soigner une plante sans jamais regarder si la terre est trop sèche ou trop compacte au niveau de ses racines. On peut changer 1000 idées, si le corps reste en tension, rien ne va fonctionner vraiment. Donc si vous deviez retenir l'essentiel de cet outil, c'est que quand ça déborde dans la tête, on commence par revenir dans le corps. Et c'est souvent là que le vrai apaisement commence. Et ensuite, vous pourrez y réfléchir. Le troisième outil dont j'ai envie de vous parler peut vraiment créer un tournant dans votre manière d'aller mieux. Parce que la plupart des personnes que j'accompagne, avec cette idée très ancrée, si je vais mieux, c'est que je ne vais plus ressentir ça. Tout le monde veut ressentir moins d'angoisse, moins de tristesse, moins de colère. Et c'est compréhensible. Les émotions difficiles font mal, elles fatiguent, elles épuisent. Mais en pratique, chercher à faire disparaître une émotion crée souvent l'inverse. Plus on lutte contre ce qu'on ressent, plus le système nerveux se crispe, plus l'émotion s'intensifie ou se répète. Ce troisième outil, c'est donc de changer complètement de posture intérieure. On ne cherche plus à supprimer l'émotion, on apprend à changer la relation qu'on entretient avec elle. Une émotion, ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas non plus un problème à régler rapidement. C'est un signal, une information sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et très souvent, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'émotion elle-même, mais la façon dont on se débat contre elle.
Alors concrètement, je vous invite à faire quelque chose de très simple. Nommer ce qui est là sans chercher à l'expliquer ni à l'éteindre. Par exemple, là tout de suite, je sens de la tristesse. Là, tout de suite, il y a de l'angoisse en moi. Là, tout de suite, je me sens dépassée. Et s'arrêter là. Très souvent, les phrases qui viennent après, c'est de se dire « je devrais aller mieux », c'est n'importe quoi de ressentir tout ça, ça veut dire que quelque chose de grave m'arrive. Tous ces jugements vont entraver le chemin de votre émotion et prolonger davantage tous les ressentis négatifs qui accompagnent souvent une émotion. Psychologiquement, ce simple mouvement change beaucoup de choses. Juste reconnaître, sans juger. Parce qu'à partir du moment où une émotion est reconnue, elle n'a plus besoin de forcer pour exister. C'est comme un enfant qu'on écoute enfin, il se calme non pas parce qu'on l'a fait taire, mais parce qu'il s'est senti entendu. Dans la botanique du cœur, je vous fais imaginer une émotion comme une plante qui pousse. Si on tire dessus pour qu'elle disparaisse, on abîme tout le jardin. Si on l'observe, si on la laisse être là, elle suit son propre cycle et finit par se transformer. Donc l'essentiel à retenir de cet outil, c'est que aller mieux, ce n'est pas ressentir moins, c'est être moins en guerre avec ce que l'on ressent. Et quand cette relation commence à changer, quelque chose de très précieux apparaît. Plus de place à l'intérieur de vous pour prendre du recul par rapport à vos émotions. Le quatrième outil, c'est de ne plus croire tout ce que l'on pense. Quand on ne va pas bien, l'esprit a tendance à devenir très actif. Il commente, il anticipe, il critique, il imagine le pire. Et très souvent, on confond deux choses. Avoir une pensée et être obligé de la croire. Le problème, ce n'est pas d'avoir des pensées difficiles. Le problème, c'est de les prendre pour des vérités absolues. Quand on pense « je n'y arriverai jamais », quelque chose ne va pas chez moi, je suis nul, je suis en train de gâcher ma vie. Quand ces phrases apparaissent, elles peuvent sembler très convaincantes. Elles prennent toute la place et elles ont des conséquences sur nous. Et plus on essaie de les chasser, plus elles reviennent comme des automatismes. Le quatrième outil consiste donc à faire quelque chose de différent. Créer une petite distance entre vous et vos pensées. Non pas pour les nier, pas pour les remplacer par des pensées positives, mais pour les regarder pour ce qu'elles sont. Des productions de l'esprit, des lettres agencées ensemble, auxquelles on peut, ou non, donner du sens. Les pensées ne sont pas des faits. Concrètement, ça peut passer par faire quelque chose de très simple. Ajouter une phrase intérieure comme « Je remarque que je suis en train de penser que ». Par exemple, « Je remarque que je suis en train de penser que je n'y arriverai jamais ». Cette petite distance change beaucoup de choses. Si je me dis « Je n'y arriverai jamais », c'est différent que je remarque que je suis en train de penser que je n'y arriverai jamais. La pensée est toujours là, mais émotionnellement, elle est moins puissante. Elle n'est plus collée à vous. Redevenez un peu plus grand que ce que vous pensez. Et psychologiquement, ça permet de desserrer l'étau. On n'est plus prisonnier de chaque scénario mental. Et très souvent, l'émotion qui accompagne la pensée s'apaise aussi. Dans la botanique du cœur, les pensées, c'est comme des nuages dans le ciel. Elles passent, elles changent de forme, elles disparaissent parfois totalement. Le ciel n'a pas besoin de se battre contre les nuages pour rester le ciel. Donc l'essentiel de cet outil, ce n'est pas de penser autrement, mais de ne plus tout croire
automatiquement. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'espace dans lequel elles apparaissent. Le 5e outil, c'est d'avancer sans attendre d'aller parfaitement bien. Parce que beaucoup de personnes attendent, consciemment ou non, d'aller mieux pour recommencer à vivre. Elles se disent « quand j'irai mieux, je ferai ça. Quand je serai plus apaisée, je prendrai cette décision. Quand je serai réparée, je commencerai à avancer. » Et c'est une bonne idée en soi. Le problème, c'est que cet état idéal, il n'arrive presque jamais. Pas parce que vous faites mal les choses, mais parce que la vie n'est pas un état stable. Le 5e outil consiste donc à changer complètement de logique. On n'attend pas d'aller bien pour avancer. On avance d'une manière qui respecte là où on en est. Ça ne veut pas dire se forcer, ça ne veut pas dire faire de grands changements. Ça veut dire poser un petit acte juste, compatible avec votre énergie du moment. Un acte qui ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, un acte qui dit simplement « je prends soin de moi là où j'en suis ». Par exemple, repousser une exigence inutile, dire non à quelque chose qui nous épuise, se reposer sans culpabiliser, demander de l'aide, ou au contraire, faire un pas minuscule vers ce qui compte pour vous. Psychologiquement, ces petits actes ont un effet très puissant. Ils redonnent une sensation de cohérence intérieure. Vous n'êtes plus en guerre contre vous-même, vous avancez avec vous, avec des petits pas. À la botanique du cœur, on ne tire jamais sur une plante pour la faire pousser plus vite. On respecte son rythme, la saison et la capacité du vivant à faire son propre tempo. C'est exactement pareil pour vous. Donc si vous deviez retenir l'essentiel de ce dernier outil, vous n'avez pas besoin d'aller parfaitement bien pour avancer à petits pas. Vous avez juste besoin d'avancer d'une manière plus juste pour vous. Et souvent, c'est à partir de là que quelque chose commence vraiment à se transformer. Si vous prenez un instant pour regarder l'ensemble de ces 5 outils, vous verrez qu'ils ne cherchent pas à vous transformer de force. Ils ne cherchent pas à vous réparer, ni à vous pousser à devenir quelqu'un d'autre. Ils vous proposent simplement de changer la manière dont vous vous accompagnez quand la vie devient lourde, confuse ou épuisante. Observez sans juger, apaisez le corps avant de vouloir comprendre avec l'esprit, accueillir les émotions plutôt que lutter contre elles et ne plus croire automatiquement tout ce que l'on pense, pour enfin avancer pas à pas sans attendre d'aller parfaitement bien. Ces 5 manières de voir la vie sont vraiment puissants quand on les pratique dans la durée. Et c'est tout ce que je cherche à vous transmettre dans la botanique du cœur. Apprendre à prendre soin de votre monde intérieur comme on prend soin d'un jardin vivant, en respectant les saisons, le rythme, ce qui a besoin de repos, et d'apprendre à voir ce qui est prêt à pousser. Alors, si cette manière de voir les choses vous parle, si vous avez envie d'apprendre à mieux vous comprendre, à mieux vivre avec ce que vous ressentez et à cultiver des ressources intérieures plus solides, alors vous êtes exactement au bon endroit. Sur cette chaîne, je continuerai à vous transmettre à travers mes podcasts, mes méditations et mes hypnoses, des outils psychologiques que j'utilise au quotidien dans ma pratique de psychologue, mais aussi pour moi-même, sans se brusquer et sans se juger. Prenez ce qui vous est utile, laissez le reste et revenez quand vous en aurez besoin. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, en ce moment, je vous offre une formation pour apprendre à méditer. Une formation simple, progressive,
Pensez justement, pour les personnes qui ont du mal à bien méditer, à être dans la pleine conscience, les personnes qui ont un mental très actif ou qui pensent que la méditation n'est pas faite pour elles. Le lien est juste en description. Allez, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouveau moment de jardinage du cœur. J'allais oublier, si vous connaissez quelqu'un pour qui cette vidéo pourrait être utile, n'hésitez pas à la lui partager.